Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Actu 7. En deuxième partie, nous retrouvons Idelphonse Apaki, directeur du site d'information La Gazette du Togo. Bonjour Idelphonse. Bonjour Jean-Marie. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver dans Actu 7. Ça a été toujours un plaisir pour moi aussi de faire le déplacement à Fania. Voilà, on se retrouve dans une vingtaine de minutes pour commenter ensemble l'actualité de Dokofi à la mise en onde. Appelez-moi Jean-Marie Gonsalves. Pour ce numéro, nous retrouvons Idelphonse Apaki. Idelphonse, bonjour. Bonjour Jean-Marie et bonjour à tous les auditeurs de Radio Mopopo. Comment vous vous portez? Je vais bien par la campagne. Ça fait un bail, on ne vous a pu retrouver dans le groupe. C'est un plaisir de vous retrouver. Ça a été toujours pour moi aussi un plaisir de vous retrouver à Fania et de partager avec les compatriotes d'Afania la une de l'actualité togolaise. Voilà, premier congrès statutaire de l'UNI, c'est un parti qui s'est fortifié. J'avoue d'emblée que c'est à Afania que j'ai eu la chance d'écouter le chef de l'État. Je vous avoue, Vous n'avez pas été au congrès? je n'étais pas au congrès pour plusieurs raisons que je garde pour moi, mais j'ai pu lire le tweet du chef de l'État qui faisait allusion à ce que lui-même il a qualifié de dictateur sanguinaire. C'est tout ce que j'ai pu lire plutôt du chef de l'État. Et c'est Radio Mopopo qui m'offre l'occasion de l'écouter. Je l'ai écouté aujourd'hui et j'ai été très surpris parce que j'ai pu me rendre compte que le chef de l'État a fait mention dans son discours à ses militants, puisqu'il ne s'est pas adressé à la nation comme le protocole d'État le recommande. J'ai pu noter que il a dit, tôt ou tard, la vérité finira par triompher. Je ne sais pas ce que le chef de l'État veut dire et je ne comprends pas pourquoi le chef de l'État parle des frères d'armes qui sont tombés. Je ne comprends pas pourquoi il présente des condoléances aux familles éplorées togolaises. Parce que qu'on lui avait reproché plusieurs fois de ne l'avoir pas fait. Il faut faire des remarques par rapport à ce qui s'est passé à Tchévier. La toute première remarque, c'est que jusqu'aujourd'hui, où je parle dans le micro de Radio Mopopo, le chef de l'État, conformément au protocole d'État, ne s'est pas adressé à la nation togolaise. Donc c'était une obligation de s'adresser. Lorsque le chef de l'État, vous l'appelez chef de l'État, c'est-à-dire le chef de la famille togolaise, lorsqu'il présente des condoléances aux familles éplorées togolaises, cela veut dire qu'il y a des compatriotes qui sont tombés. Vous pensez que le cadre dans lequel il a fait est mal choisi? Jusqu'à preuve du contraire, je dis que le chef de l'État ne s'est pas prononcé en tant que président de la République du Togo aux Togolais. Il a parlé à ses militants. En tant que président de UNIR, c'est ça? En tant que président de UNIR. Mais lorsque je jette un coup d'œil sur ce qu'il a dit, je suis un tout petit peu dérangé au-dedans de moi-même, reconnaissant qu'il y a des problèmes, reconnaissant qu'il y a des concitoyens qui sont tombés et que sur un plan purement protocolaire, il n'a pas pu s'adresser à la nation. Là, je parle de nation et non des militants de UNIR. Selon vous, qu'est-ce qui l'empêche? Pourquoi il n'a pas pu s'adresser à la nation jusqu'alors? Je crois que vous et moi, nous avons la responsabilité de nous approcher du chef de l'État. Sauf que le chef de l'État ne parle pas aux journalistes nationaux, mais j'ai remarqué que dans ses habitudes, lorsqu'il sort du Togo, il parle aux journalistes étrangers. C'est là où le bas blesse. Je suis malheureux que la communauté internationale, et plus particulièrement la France et les États-Unis, se sont prononcés sur le cas du Togo en dénonçant les violences qui ont été perpétrées. Voilà pourquoi je dis je suis malheureux, parce que celui qui est concerné, celui qui a juré sur la constitution togolaise, conformément à l'article 64 de la loi fondamentale togolaise, n'a pas pris sur lui, comme cette loi fondamentale lui fait obligation, de parler à la nation togolaise.
Le chef de l'État fait tout comme si il ne se passe rien au pays. C'est là où je dis que c'est malheureux. C'est très malheureux parce que, je vous le dis, je ne vous mens pas. C'est ici que j'ai appris que le chef de l'État a présenté des condoléances Et justement, aux Togolais. Il a fait actif. Cela veut dire qu'il y a des Togolais qui sont tombés. Pourquoi? Donc, il reconnaît qu'il y a des Togolais tombés. Mais, et en tant que premier responsable, qui sont à l'origine de l'assassinat, entre guillemets, de ces Togolais? Si aujourd'hui, dans le condensé que vous venez de faire, vous avez relevé un certain nombre de choses. D'abord, j'ai écouté les premiers responsables de la coalition des 14 partis Ils ont politiques. fait le bilan de la tournée. Et ensuite, je vous ai écouté sur les cas des amis de Mouboueke. Je les appelle amis parce que je suis un sympathisant du mouvement Mouboueke. Alors, je me dis que si les choses se passent de la sorte dans la famille togolaise et que le chef de la famille se tait, c'est parce qu'il y a péril en la demeure. Toujours dans son discours, il pense que les gens le traitent de sanguinaire alors qu'il est quelqu'un de simple. Vous ne pensez pas que on ne peut pas dire un gars simple, c'est un président simple? Non, je crois que le chef de l'État, moi, quand j'ai lu son tweet, je me suis dit, la première réaction que j'ai eue, c'est que qui se sent morveux se mouche. C'est ça, je me suis dit. Le chef de l'État s'est senti morveux. Parce que j'ai dit tout à l'heure que la communauté internationale ne peut pas parler de mort, de violence, de blessés et autres au Togo, et que vous, qui êtes le premier responsable, que vous taisez. Il y a eu mort d'hommes. Vous savez, il y a encore aujourd'hui des mutilés. Il y a des malades à vie. Il y a des compatriotes qui ont fui leur domicile. Qui vivent dans la brousse. Qui vivent dans la brousse, qui se nourrissent de la cohette. Je l'ai écouté tout à l'heure dans le son que vous avez... Le pasteur de Komi l'a relevé. Et aujourd'hui, le HCR fait mention de ce qu'il y a plus d'une centaine de Togolais hors de la frontière togolaise. De même que Amnesty International a donné des chiffres de morts. Alors, lorsque tout ça là se passe dans un pays que vous dirigez et que vous taisez, les gens vont vous traiter de dictateur sanguinaire parce qu'il y a eu du sang. Vous vous rappelez, en juillet 2007 à Tapamé, le chef de l'État, M. Faure Gnassingbé, a dit plus jamais ça au Togo. Maintenant, lorsque les mêmes violences recommencent et que le chef de l'État se mue dans un silence, on peut qualifier ce silence de complicité. Tout à fait. D'où, j'ai dit, il s'est senti morveux, qu'il se mouche. Voilà, au-delà du discours du chef de l'État, le Congrès en lui-même, le parti, avec la restructuration qui a été faite avec des vice-présidents, qu'est-ce que vous pensez de ce parti aujourd'hui? Vous savez, je me garde de faire des analyses sur UNIR pour des raisons qui me sont personnelles, mais je peux vous dire que ça fait 5 ans que ce parti qui dirige le Togo a violé la charte des partis politiques en son article 12. En faisant quoi? Le bureau a été toujours un bureau provisoire. Il n'a jamais eu de congrès statutaire comme la loi le demande. Jamais. Et pourtant, c'est ce parti qui dirige. Et bizarrement, les dirigeants togolais, lorsque vous vous référez à la loi fondamentale togolaise, on dit ils sont les garants du respect des textes, lois, principes qui régissent l'État togolais. Alors, quel est le bon exemple que UNIR nous a donné il y a 5 ans? C'est la violation perpétuelle des lois. Alors, si aujourd'hui, ils sont revenus à la raison et on a pu, conformément à la loi, mis en place les organes, bon vent aux militants de UNIR. C'était pas également que le moment est mal choisi pour organiser un congrès pendant que le Togo s'enlise dans une crise? Lorsque vous dites que le Togo s'enlise dans une crise, vous êtes en total déphasage avec les propos du chef de l'État. Bon, peut-être que c'est ça. Parce que lui qui est le premier responsable de cet État-là, je l'ai dit, je répète encore, qu'il ne s'est pas prononcé suivant le protocole d'État aux populations togolaises.
il a profité de l'occasion. Peut-être que, comme les journalistes ont toujours l'habitude de dire, tout se passe mal dans le pays, il faut que le chef de l'État parle. On a juste trouvé peut-être un subterfuge, organiser un semblant de congrès statutaire et le faire parler. Et vous l'avez écouté. Sauf que nous ne sommes pas militants de unir. Nous voulons que le chef de l'État dépasse le cap de président d'une formation politique pour qu'il s'adresse à la nation togolaise. Voilà, la coalition, elle a été suivie de blessés et arrêtés lors des récentes manifestations. Comme vous venez de l'évoquer, apparemment, des populations togolaises ont vécu des atrocités. J'avoue que j'ai encore à la mémoire les larmes qui sortaient des yeux de mon confrère et ami Rodrigue Aego, avec qui il a fait le déplacement ensemble avec Jacques Amouzoui, le cadreur, qui ont ramené des images atroces. De l'intérieur du pays. De l'intérieur du pays, plus précisément de Sokoré. Il faut être une âme sensible pour ne pas verser des larmes. Mais moi, ce que je dis au regard de ces images qui défilent encore dans ma mémoire, c'est que pourquoi devons-nous laisser aller à ces genres de violence? Je fais observer que ce qui s'est passé à l'intérieur du Togo est très atroce, qu'il faut condamner. Si on a une dose de conscience et d'humanisme, je crois qu'il faut dire que ce n'est pas bien. C'est pourquoi, je le redis, lorsque le chef de l'État fait semblant de ce qu'il ne se passe rien au Togo, j'avoue que lui-même, il a trouvé la solution. On ne peut que le qualifier de dictateur sanguinaire. Voilà. J'ai vu le corps déchiqueté d'un être humain par un autre. J'ai dit, ce n'est pas possible. Vous savez, lorsque vous prenez la loi fondamentale togolaise, vous prenez l'article 11, par exemple, je le cite, « Tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit. » Fin de citation. Lorsque vous prenez l'article 21, je le cite, « La personne humaine est sacrée et inviolable. » Fin de citation. Lorsque vous prenez l'article 28, il stipule « Le domicile est inviolable. » Apparemment, on a violé tous ces articles. Je dis, j'ai vu moi-même à Lomé ceux que nous qualifions de miliciens, qui sont encadrés par des forces de l'ordre. Je pèse très bien mes mots. Devant mes deux petits yeux-là, j'ai vu, qui ont escaladé, qui ont brutalisé, qui ont défoncé les portes, les portails des pauvres citoyens qui étaient encore dans leur chambre, qui sont allés les molester, qui sont allés battre des gens. Mais je n'ai pas pu comprendre pourquoi une force ou bien un agent de l'ordre formé pour protéger les citoyens, formé pour défendre un citoyen, je ne peux pas comprendre pourquoi cet agent-là, qui a reçu une formation, peut tirer un gaz lacrymogène dans une chambre à travers une fenêtre. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Les gens ont été étouffés. Les gens ont été asphyxiés. Aujourd'hui, on compte des morts. De blessés, des morts. On compte des morts. Malgré tout ça, la coalition maintient ses marches les 7, 8 et 9 novembre prochains. Apparemment, l'interdiction des marches en semaine est levée. J'avais dit avec beaucoup d'humour à un confrère qui me recevait sur un plateau à Lomé que les communiqués pondus par les ministres étaient des communiqués incongrus. C'est-à-dire que, je le dis, je le répète, et puis cela m'engage, ils ont reconnu aujourd'hui que ce qu'ils ont fait là ne respectait pas la loi. Mais diantre, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi, lorsqu'on est en face d'une loi constitutionnelle et que la loi donne l'avantage, la loi limite les droits, que des ministres pondent des communiqués pour interdire ou bien pour faire entorse à la loi constitutionnelle. Peut-être que ce sont des mesures de sécurité.
mais que ça respecte la loi. Ce n'est pas mal quand on a dit nous devons avoir une loi constitutionnelle que nous appelons la loi fondamentale. Mais qu'à côté, pour des manifestations, je crois savoir qu'il y a une loi, la loi du 16 mai 2011. Elle est... Qu'on qualifie la loi Bodjola? Oui, elle est stricte. Je suis sûr que si nos chers ministres suivaient ou respectaient à la lettre ces lois-là, il n'y aura pas grabuge. Mais au-delà même de ces décisions qui font entorse à la loi constitutionnelle, il faut comprendre que c'est la politique qui prime sur tout cela. Parce que j'ai trouvé un peu incongru que le ministre de l'administration territoriale et toute l'administration, ce ministre-là et ses compagnons ont marché dans la matinée au cours d'un jour ouvrable. Le soir, le lendemain, enfin, c'était le soir. Le soir, ils font un communiqué pour interdire les mains. C'est une incongruité qui ne dit pas son nom. Vous ne pouvez pas marcher le matin. Vous avez pris tout le temps la latitude. Et puis, le comble de la débilité, vous étiez à la plage et vous avez fait des photos que vous avez partagées sur les réseaux sociaux. Tout le monde sait que ce jour-là, et le Premier ministre, et le président de l'Assemblée nationale, et tout ce que nous avons comme directeurs généraux, patati patata, étaient dans la rue. On a même forcé des fonctionnaires à aller marcher un jour ouvrable. Et vous l'avez fait. Pas une fois, pas deux fois. Et après, vous interdisez aux autres de ne pas le faire. C'est quoi cette politique de deux poids, deux mesures? Ils ont compris qu'ils étaient en total déphasage avec la loi. Il faut qu'ils reviennent à la raison. Voilà, et peut-être que ça ne fait pas partie du contentieux, mais qu'est-ce qui s'est passé le week-end dernier à Accra, puisque vous y étiez? Apparemment, les Togolais de ce côté ont été réprimés. Je crois que la Gazette du Togo était à Accra via un reporter qui nous a mis au parfum de tout ce qui s'est passé. Et Dieu merci, c'est vrai que les démarches qui ont été, si je suis très bien les propos de la responsable, Madame Foussena Djaba, qui a été relâchée et qui a accordé une interview à la Gazette du Togo qui disait qu'en réalité, les mesures ont été prises, mais seulement il y a eu des mains noires qui ont agi, mais au finish, les autorités ghanéennes ont fini par comprendre. Alors, si vous allez sur la Gazette du Togo, vous comprendrez mieux ce qui s'est passé parce qu'elle a fait une interview. Ce que nous déplorons, c'est que des compatriotes ont été violentés et ont été gardés à vue pendant 6 jours. Et nous demandons que ces genres de choses ne se reproduisent plus. Et nous demandons également à nos compatriotes, puisqu'ils sont sur un territoire étranger, de bien se renseigner sur les mesures administratives avant de se lancer dans ces genres de manifestations. Voilà. Et revenons au Togo, les législatives sont projetées en juillet prochain. Apparemment, le gouvernement a sa logique. Vous savez que... On a longtemps réclamé ces législatives. Vous savez que pour qui connaît le régime togolais ne doit pas être surpris de cette décision qui fuse de partout. Alors, moi, je ne suis pas surpris que le pouvoir togolais maintienne qu'on aille aux élections comme si rien n'était. Mais ce qui me fait un tout petit peu sourire, sauf qu'on demandera à l'armée et aux forces de l'ordre et de sécurité de voter, ce qui peut se passer normalement. Mais quand vous voyez la situation que présente aujourd'hui le Togo, est-ce que vous allez vous donner une idée de ce que, lorsque les dirigeants auront passé une consigne plutôt, est-ce que ça peut passer? Vous avez passé tout le temps à violenter les populations là qui vont vous accorder les suffrages. Aujourd'hui, dans votre condensé,
j'ai pu écouter que certaines localités sont désertes. Comment le gouvernement va-t-il s'employer à faire revenir des compatriotes, à leur accorder une certaine garantie? Comment ça se fera? Mais c'est la grande question. Mais je ne peux pas comprendre que le peuple dit dans son ensemble. Avant, on disait que c'était la capitale seulement qui était en proie au mouvement. Mais aujourd'hui, le mouvement a gagné presque... Tout l'ensemble Oui, du territoire. mais toutes les régions. Quand vous prenez Lomé en proie. Quand vous prenez Atapamé est en proie. Quand vous prenez de Blita jusqu'à... Mais le comble, c'est que certaines zones ne sont pas accessibles à l'opposition. Parce que Kara, par exemple. la dernière fois, vous avez vu ce que les forces de défense ont fait avec la délégation de la coalition qui voulait aller rendre visite à leurs militants. Vous avez vu ce qui s'est passé. Et c'est dans cette atmosphère-là qu'on nous parle d'élection. Ça va se faire comment? Voilà, peut-être qu'a priori, ça va être difficile. Non, c'est aussi compréhensible parce que nous sommes passés maîtres dans l'art de voler les élections. Je pèse très bien mes mots. Parce que la dernière présidentielle, celle d'avril 2015, a prouvé à suffisance à toute la planète que tout ce qui se fait au niveau de la CENI n'est que ce que vous pensez, quoi. Voilà, peut-être le chien va boire, la caravane passe. Oui, le chien à boire, la caravane passe. Sauf que un jour, le Seigneur dira son mot. Voilà. Autre sujet, peut-être qu'on a déjà touché du doigt, l'arrestation de certains membres du mouvement nouveau. Que reproche-t-on exactement à ces membres? Vous savez, j'ai pu m'entretenir avec Maître Raphaël Pandé Adjaré, qui est l'un des conseils de nos amis. Contrairement à ce que le communiqué du procureur de la République a dit, qui m'a d'ailleurs fait sourire la dernière fois, le conseil nous a fait comprendre que lui-même, en tant que conseil, il lui avait été interdit de rencontrer ses clients. Et que la toute première fois qu'il était allé, il était allé avec 2 de ses confrères, interdiction, il est allé seul. On lui a fait savoir qu'il pouvait voir, à l'époque c'était Kokoroko seul, il pouvait le voir, sauf qu'il sera entouré des officiers de la police qui sont là pour faire les auditions. Et que ce qu'il aura à dire, c'est « Bonjour, comment vous allez ?» Alors, il était là juste pour quelques minutes et il y a eu coupure d'électricité et on lui a fait savoir que pour des raisons de sécurité, il n'est plus habilité à continuer par s'entretenir avec son client. Et il s'est retiré. Mais je crois que c'est le lendemain, ou bien c'est le même jour, ou bien le lendemain soir qu'on a appris sur la chaîne nationale ou sur les chaînes nationales un communiqué du procureur de la République, ma foi, Togo, qui contredisait tout ce que l'avocat nous a dit et m'a dit aussi. Donc, vous comprenez que lorsque, au cours de l'élément que vous venez de passer, il est dit qu'on leur demande qui sont les responsables de Togo Debout, qu'est-ce que Togo Debout veut faire. Mais le paradoxe, c'est que on n'a pas pu mettre la main sur les responsables même de Togo Debout. Mais on vient mettre la main sur Kokoroko, sur Joseph et puis l'autre qui sont membres de Nubweke. Mais c'est le paradoxe. Mais le paradoxe est encore grave parce que ceux-là, on a dit, selon le communiqué du procureur que je cite, pêle-mêle comme ça, qu'on a retrouvé surtout dans la chambre de mon ami Kokoroko, des jumelles militaires. Des jumelles militaires que tout le monde achète aux enfants pendant la période des fêtes de... Voilà. On a pu retrouver un ou des gourdins cloutés. On a retrouvé un certain nombre de choses. Mais
je voudrais qu'une fois encore qu'on soit sérieux au Togo. Parce que j'ai vu en face de moi, la dernière fois, des gens qui étaient cagoulés, qui étaient munis de manchettes, de gourdins cloutés, de pioches, de hatches, de toutes sortes d'armes, qui ont fait usage de ces armes-là. Pendant que les innocents sont envoyés en prison, on a remarqué que ceux qui ont même commis des atrocités sont libres de tout mouvement. Comment allons-nous construire un Togo dans la paix si on érige l'injustice comme règle qui régit la société togolaise? Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Les parents de Kokoroko et autres se sont plaints en disant qu'ils voulaient rendre visite à leurs enfants. On leur a interdit. Et pourtant, dans le communiqué du procureur de la République, il est dit que on est arrivé, on leur a donné l'occasion, ils ont pu s'entretenir. Non, soyons sérieux pour une fois au Togo, s'il vous plaît. Voilà. Autre élément, nous sommes presque à la fin, journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes. Êtes-vous, M. Ildefonse, persécuté dans votre travail deux fois par ça? Je crois que ça ne manque jamais. Et vous savez aussi la période que nous traversons. Moi, personnellement, je reçois des messages, quelquefois des appels qui écrivent limité ou bien numéro masqué, des gens qui racontent des trucs. Mais je ne me fie pas sincèrement à ce qu'ils me racontent parce que, vous savez, je ne me reproche rien. Et dans l'exercice de ma profession, je fais souvent attention à ne pas tomber dans les pièges. Alors, menaces, oui. Vous savez, la dernière fois, une chaîne radio était obligée d'ajourner une émission consacrée aux journalistes pour l'analyse et le commentaire des sujets qui font la une de l'actualité. Vous savez pourquoi ça a été ajourné? Non. Parce qu'on voulait mettre la main sur des confrères qui critiquent le pouvoir. Et vous savez qui? Non. Des miliciens. Comment nous pouvons vivre dans un pays comme ça? Et donc, comprenez que la menace est grandissante, elle est totale et plane sur tous ceux qui ont accepté de critiquer surtout le régime togolais. Voilà. Pour clôturer, le 2 novembre, c'était la Toussaint. Vous êtes chrétien catholique, je le sais. Vous avez sûrement visité les tombes de vos proches. Que pensez-vous de l'état dans lequel se trouvent nos cimetières aujourd'hui? Je crois que la mairie doit refaire un travail qu'il faut. Un travail a été fait au niveau du cimetière, du grand cimetière qui se trouve à Lomé. J'ai vu que les choses ont évolué positivement, mais seulement on retrouve encore des tombes qui sont qui sont dans un état pas possible. Donc il faut revoir tout cela. C'est vrai, je suis chrétien catholique. Et ma défunte mère est partie il y a 5 ans. Donc j'étais au cimetière pour aller prier pour le repos de son âme. Voilà. Je crois que Dieu a exaucé vos prières. Nous sommes pratiquement à la fin de Acte 17 pour ce numéro. Peut-être un dernier mot? Je crois que le peuple togolais a soif de l'alternance. Et si le Togo, aujourd'hui, dans l'espace de la CEDEAO, est resté ce pays qui ne veut pas connaître l'alternance, je crois que le Togo sert de mauvais exemples aux autres. Ce que veut aujourd'hui le peuple togolais, c'est ce qu'il exprime dans les rues. Le retour à cette constitution-là, dont le plébiscite a été fait un 17 septembre 1992, et que le chef de l'État défunt, le général Eyadema, a promulgué un 14 octobre 1992. Le peuple veut tout simplement qu'on ramène cela, et une fois que la constitution sera ramenée, qu'on essaie de voir
comment mettre en place une constituante pour qu'on puisse corriger les lacunes qui se trouvent dans la constitution de la 4e République et qui posent aujourd'hui problème. Voilà. Aujourd'hui, plus que jamais, le peuple togolais veut que ça change au Togo. Voilà, c'est votre dernier mot. Merci beaucoup. Et c'est fini pour ce numéro. Nous avons reçu Delphonse Apaki, directeur du site d'information La Gazette du Togo. Merci d'avoir accepté notre invitation une fois encore. Merci à toutes et à tous. Merci à Dodo Kofi qui a assuré la mise en œuvre. Merci à Jacques derrière la caméra. Merci à vous, nos auditeurs. La rediffusion, c'est demain dimanche à partir de 20h. Appelez-moi Jean-Marie Gonsalves. Bye bye. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.